Les actions des Houthis dans le cadre du conflit peuvent-elles aboutir à un embrasement global? C'était le sens de la dernière question de Lucie Gilson à François Burgat il y a 10 jours. On va voir comment tout cela s'est développé grâce à vous, Blaise, et à votre invité. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Dans le cadre de notre chronique La question du jour, nous avons posé à nos auditeurs la question suivante. Les actions des Houthis peuvent-elles aboutir à un embrasement global? Alors les résultats sont les suivants. Sur Instagram, nos auditeurs pensent oui à 81%, sur X oui à 67% et sur Facebook oui à 57%. Alors Gérard Vespierre, que pensez-vous de ces résultats et de cette question? Eh bien, je pense qu'il y a une inquiétude profonde dans la population qui a répondu à votre question. Et donc, qui dit inquiétude dit émotion. Mais si on prend un petit peu de distance et on introduit ce que je pourrais appeler et oserais appeler de l'analyse froide, on s'aperçoit que la probabilité d'une extension de ce conflit et vraiment l'engagement d'une guerre régionale est plus que faible, c'est-à-dire qu'elle est quasiment proche de zéro, si j'ose m'avancer avec des chiffres, puisque vous êtes aussi venu dans cette émission avec des chiffres. Eh bien, moi je vous dis que la probabilité est pratiquement nulle, sauf bien sûr incident non voulu qui pourrait créer un embrasement. Mais dans ce qui est dans le vouloir, tout ce qui est dans la stratégie, aussi bien du pays qui a mené cette opération depuis des années, à savoir l'Iran qui veut s'affronter avec Israël, ne veut pas. L'Iran ne veut pas une extension du conflit parce que dans quelques jours, on va commencer le 3e mois, n'est-ce pas? On s'approche du 7 janvier. Bon, donc donc on va avoir cette situation grise voulue par Téhéran de déséquilibre politique, mais pas de guerre, qui risquerait de mettre à mal son équilibre interne aussi, intérieur. Donc, c'est la même chose quand on regarde la situation régionale. Il n'y a aucun pays de la région qui souhaite une extension du conflit. L'Irak ne veut pas la guerre, l'Arabie Saoudite ne veut pas la guerre, la Jordanie ne veut pas la guerre, l'Égypte ne veut pas la guerre. Bon. Et troisième volet de l'analyse, les puissances occidentales, elles font tout, absolument tout, pour créer de la dissuasion avec donc des forces déplacées spécialement près des côtes de la région, comme l'ont fait les États-Unis, et maintenant aussi une alliance internationale pour limiter l'action des Houthis. Donc on est dans une volonté de non-guerre, dans une situation de conflit, de gain politique pour l'Iran et de non-extension parce que tout le monde a à y perdre et donc tout le monde s'y oppose. Justement, avant de revenir sur cette coalition internationale que vous avez évoquée, l'objectif des Houthis dans ces actions, c'est uniquement ce que l'Iran leur demande de faire, à savoir déstabiliser Israël ? Pas déstabiliser Israël seulement, déstabiliser les pays du monde qui utilisent cette voie maritime pour leur commerce. Donc ça veut dire aussi impliquer la Chine, ça veut dire aussi impliquer le Japon. 90% des produits venant du Japon par voie maritime passent par Bab el-Mandeb, la Croix-Rouge et le canal de Suez. Donc vouloir aussi influencer les pays impliqués économiquement dans la région, tels que l'Égypte, alors beaucoup moins qu'on l'a dit, les recettes du canal de Suez ne représentent que 6% du budget égyptien. Donc voyez-vous, même si il y avait 10% ou 20% de perte des recettes du canal de Suez, eh bien, ce n'aurait que conséquence d'1% à peu près du budget égyptien. Donc là aussi, gardons raison.
Nous nous étions entretenus le jour où nous avions appris que cette coalition internationale allait être mise sur pied. Il y a peu, on estimait plus une simple présence militaire plutôt que de la vraie action. Pourtant, les États-Unis sont passés à l'action ce mardi avec des drones. Donc les actions qui ont été entreprises par les États-Unis, à ma connaissance et humblement, ont été de détruire les drones et missiles qui ont été lancés par les Houthis. Donc on a toujours ce cap maintenu et fixé par le Pentagone qui est de protéger donc les navires occidentaux militaires et civils, mais jusqu'à présent ne pas frapper les Houthis. Et on regarde bien la carte globale de ce conflit, eh bien les actions ont eu lieu contre l'Iran, n'est-ce pas? Il y a une semaine à peu près, pendant 70% des stations-service en Iran ont été rendues inutilisables par une cyberattaque. À votre avis, d'où venait-elle? Et deuxièmement, vous avez vu qu'il y a quelques jours aussi l'élimination d'un général du corps des gardiens de la révolution iranien, et donc qui est un des éléments essentiels de l'axe de la résistance, puisqu'il était en charge de la logistique, de l'alimentation, donc en équipement des forces de la résistance dite de la résistance en Irak, au Liban, vers le Hamas et la bande de Gaza, etc., etc. Donc voilà, il y a une volonté d'intervenir sur l'infrastructure politique et militaire iranienne. L'Iran sur son économie. L'Iran se retrouve-t-elle une fois de plus en plus isolée avec cette affaire du canal de Bab el-Mandeb? Elle est isolée, et donc maintenant elle est montrée du doigt. Elle est montrée du doigt par toutes les puissances occidentales, soit pour des raisons de prise d'otage, n'est-ce pas? On est on est devant un État voyou qui arrête des citoyens français. Il y a toujours 4 Français qui sont détenus pour des non-motifs autres que pression politique en Iran, à la prison d'Ervin. Bon, donc vous avez aussi des Suédois qui sont détenus parce qu'il y a eu un procès en Suède et un Iranien, donc membre du régime, condamné à 19 ans de réclusion. Donc voilà, on veut une monnaie d'échange, c'est de la voyoucratie, n'est-ce pas? Donc on peut pas accepter ça, et l'Iran est montré du doigt, donc au nom des libertés, de la loi, des règlements internationaux, au nom aussi des centaines d'exécutions qui ont lieu à l'intérieur de l'Iran, et l'exemple le plus criant est que le président de la République, Raïssi, a participé à l'assassinat de 30 000 personnes en 1988, n'est-ce pas? Il était membre d'un tribunal de la mort, à Téhéran. Donc voilà, et cela prend de plus en plus d'ampleur. Donc mauvaise gouvernance internationale, mauvaise gouvernance à l'intérieur, et puis développement de conflits régionaux. Donc l'Iran un jour devra payer, le régime iranien, pas le peuple iranien, mais le régime iranien devra payer un jour le prix de ses décisions intérieures et extérieures. Au fond, on a l'impression qu'avec le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, l'Iran agit un peu en sous-marin dans ce conflit. Plus que le sous-marin, si vous voulez, il est à la fois le sous-marin et le capitaine. Quand on reprend la trajectoire idéologique du régime iranien, donc avant que Khomeini n'arrive au pouvoir, dans ses années d'exil où il vivait en Irak, eh bien, il a écrit que Israël était l'ennemi de l'islam. Et quand il est arrivé au pouvoir, donc c'était au début des années 70, voyez-vous, quand il est arrivé au pouvoir en 79, 3 mois après, ont été créés les gardiens de la révolution, avec une division internationale, la force Quds.
le lieu sacré, Jérusalem. Donc la stratégie a été lancée d'appliquer l'idéologie, c'est-à-dire de détruire Israël. Et donc on a vu ensuite en 82 la création du Hezbollah, les implications ensuite de l'Iran avec le djihad islamique et depuis quelques années avec le Hamas, et on voit que cette conjonction a mené à la situation du 7 octobre. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Merci de vos pertinentes questions.